je vais vous parler donc, comme vous l'a dit Hélène, de la thématique donc, devenir architecte et acteur de sa vie ou acteur de son projet. Alors pourquoi cette thématique? C'est pour construire votre réussite. Parce que voilà, je suis le premier surpris de tout ce que j'ai pu entreprendre, de tout ce que j'ai pu réussir surtout, comme vous l'a dit Hélène, à travers l'entrepreneuriat, où j'ai acquis 25 appartements, à travers le sport, où en 2016 je suis devenu champion du monde d'ultra triathlon. Donc je suis le premier surpris de tout ce que j'ai pu entreprendre, sachant que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, à chaque fois je suis parti de zéro. Ça je vais vous l'expliquer, mais quand je vous dis que je suis parti de zéro, c'est vraiment de zéro. Et pourtant j'ai réussi à exceller, j'ai réussi à entreprendre ce que je voulais faire, parce que tout simplement à chaque fois je suis passé à l'action, je me suis formé, je me suis bien entouré, je suis passé à l'action, j'ai implémenté toutes les connaissances qu'on a pu m'apprendre, qu'on a pu me véhiculer. Et c'est justement ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de construire votre réussite, de vous véhiculer tout ce que j'ai pu apprendre ces 10 dernières années à travers le mindset, l'état d'esprit, l'entrepreneuriat, le sport, enfin voilà, tout ce que j'ai, toutes les personnes qui m'ont apporté énormément. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous véhiculer tout ça, justement pour qu'à votre tour, vous réussissiez tous vos projets, même les plus improbables, comme j'ai pu réussir les miens. Donc la première question que je pose à chaque fois, qui connaît le phénomène de l'épigénétique dans la salle? À qui ça parle? Levez la main. Pas grand. Donc en fait, le phénomène de l'épigénétique, vous l'avez sûrement entendu différemment, c'est on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. En fait, le phénomène de l'épigénétique, c'est un peu la même chose. Alors en fait, comme image, j'ai pris c'est des œufs de tortue. Alors pourquoi des œufs de tortue? En fait, c'est pour imaginer un peu ce que c'est le phénomène de l'épigénétique. En fait, quand la tortue pond des œufs, elle les met dans le sable, elle creuse un trou, elle les met dans le trou et recouvre les œufs de sable, et c'est la chaleur qui va définir si c'est un mâle ou si c'est une femelle. L'être humain il fonctionne exactement de la même manière. C'est les fréquentations, c'est les personnes que vous allez fréquenter qui vont tout simplement définir de la personne que vous allez devenir. C'est tout, on devient la personne, tout ce qu'on entend, c'est la personne qu'on va devenir. Donc par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre, par rapport à tous les objectifs que vous vous êtes fixés, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui ont déjà réalisé les objectifs que vous voulez atteindre, qui sont déjà passés à l'action. C'est ces personnes-là qu'il faut aller voir. Donc le phénomène de l'épigénétique, tout simplement, c'est s'entourer des bonnes personnes. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc ça, c'est vraiment le B.A.-ba, c'est vraiment la base dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la base par rapport à votre projet. C'est entourez-vous des personnes qui ont déjà réalisé le projet que vous voulez mettre en place. Et c'est ces personnes-là qui vont vous véhiculer leur réussite, mais aussi qui vont vous véhiculer leur échec, pour justement ne pas reproduire les mêmes erreurs que eux ont pu faire. Donc ça, c'est la première chose, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. Autorisez-vous à vivre votre vie. Commencez vos projets par une introduction. Ce que j'appelle par là, c'est que l'être humain, il commence souvent ses projets, il conclut souvent ses projets au lieu de les introduire. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, on va prendre l'entrepreneuriat, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, moi tu sais Goulven, je ne peux pas entreprendre, je ne peux pas investir, je ne peux pas faire de prêt à la banque. Je fais pourquoi tu ne peux pas? Parce que je suis au SMIC, parce que je suis en intérim, parce que je suis en CDD, parce que ma situation ne me le permet pas. J'ai fait ok, ta situation aujourd'hui elle est comme ça, c'est pas une situation qui est figée, mais ta situation, est-ce que tu as été démarcher un banquier pour savoir par rapport à sa situation, pour savoir si tu pouvais emprunter? Parce qu'on peut très bien être au SMIC, on peut très bien être en intérim, en CDD, et emprunter, acheter 2, 3, 5, 10 appartements. Moi j'ai côtoyé, il y en a qui connaissent Robin Elna ici? Robin Elna qui a un exemple, qui a un parfait exemple par rapport à ça. Robin Elna qui a acheté 20 ou 30 appartements alors qu'il a toujours eu un statut de CDD, chômeur, intérim, il n'a jamais eu une situation stable, mais il se foutait de sa situation. Lui, il allait démarcher les banquiers pour aller chercher un oui. Et le fait d'aller chercher un oui, il se met dans un mindset, il se met dans un état d'esprit qui est complètement différent. Voilà, il a une énergie vraiment qui est remarquable, et cette énergie, le banquier le ressent, et cette énergie aussi lui permet de constituer un dossier en conséquence, de trouver les mots en conséquence. Donc les personnes qui viennent me voir en me disant « moi je ne peux pas investir ceci, cela », commencez par aller démarcher le banquier, commencez par aller prendre un rendez-vous avec un banquier, encore une fois c'est gratuit, pour lui exposer votre projet, pour savoir de quelle enveloppe vous pourriez avoir par rapport à vos projets, mais tous les projets que vous faites, commencez-les par une introduction. Ne commencez pas un projet en concluant que ce n'est pas possible, que vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas la bonne solution encore. Tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment juste du bon sens, c'est beaucoup de bon sens, c'est une question d'attitude, c'est vraiment un état d'esprit. Donc que vous soyez en intérim, CDD, ou peu importe votre situation, ou au SMIC, c'est pas bien grave. Allez quand même voir le banquier et vous verrez ce qui peut en découler. Moi, si j'avais dû
conclure tous les projets que j'ai fait, tous les projets que j'ai voulu mettre en place, si j'avais commencé à les conclure, ben, j'aurais jamais rien fait, j'aurais jamais osé la discipline de triathlon. En 2011, j'ai fait l'Ironman de Nice, je savais nager que vulgairement la base, tout le monde me donnait échec. J'ai fait ok, tu me donnes échec, mais moi je vais quand même aller voir. Je ne vais pas conclure quelque chose que je n'ai pas commencé, je ne vais pas conclure de me dire je ne vais pas y arriver alors que je n'ai même pas essayé. Donc pour en revenir à l'entrepreneuriat, pareil, dans l'entrepreneuriat, moi j'étais pompier, c'est vrai que je me suis pas présenté, moi c'est Boulven Tristan, 36 ans, je suis parti un peu vite. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre. Et en fait, moi j'ai fait ma carrière chez les pompiers de Paris. Donc j'ai fait 11 ans, j'ai fait une partie de ma carrière, j'ai fait 11 ans chez les pompiers de Paris. Et j'ai jamais gagné plus de 1750 €. À côté de ça, je gagnais aussi, je faisais quelques vacations dans une autre caserne chez les pompiers volontaires. Mais avec mon salaire, je me suis jamais dit que je pourrais pas acheter 10 appartements. À un moment donné, je me suis pris à rêver, je me suis dit c'est possible. Et ben on va commencer à travailler sur ce projet, mais je me suis pas dit j'ai mon salaire de 1750 €, 10 appartements d'un côté, c'est pas cohérent. Non, à aucun moment j'ai réfléchi comme ça, à aucun moment je me suis dit il n'y a aucune cohérence dans ce que je veux faire. La cohérence, c'est moi qui vais la créer, c'est moi qui vais me donner l'opportunité de créer ce que j'ai envie de mettre en place. Et j'ai commencé mon projet tout simplement par une introduction, par aller voir le banquier, voir ce qu'il était possible de faire. J'étais voir des courtiers, et de fil en aiguille, j'ai vu que c'était possible. Après voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. L'entrepreneuriat m'a appris beaucoup de choses, m'a donné confiance en moi. J'ai retrouvé aussi après, j'ai voulu ce même challenge dans le sport. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à construire tout ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc là, il faut vraiment retenir de commencer, peu importe votre projet, commencez-le toujours par une introduction. Voilà, ne laissez plus la société, les chiffres, décider pour vous. La morale de ce que je veux vous dire de ça, comme je vous disais, c'est en 2011. Donc en 2011, je faisais beaucoup de courses à pied. Beaucoup de courses à pied, des 10 km, des marathons, quelques trails. Et un jour, il y a un mot qui revient régulièrement à mes oreilles, c'est le mot Ironman. La première fois que j'entends ce mot, c'est un mot qui fait peur. Ironman, homme de fer, et moi il me fait peur. Et il revient une fois, deux fois, trois fois, et à un moment donné, je me dis, bon, il faut que j'aille voir Google, voir un peu ce que c'est, voir un peu les distances, voir un peu les avis des uns, des autres. Et en 2010, 2009, 2010, j'essaye de prendre ma première responsabilité en me disant, bon, je vais m'y inscrire. Et là, je suis à la caserne, chez les pompiers, je suis garde, je suis devant mon ordinateur, j'ai mon petit bib d'intervention qui est là à ma gauche. Et moi, j'avais l'habitude de dépenser des 50 €, 100 €, 150 € pour les courses à pied. Et là, j'arrive au moment de payer à Ironman de Nice, et là, on m'annonce 500 €. Et là, je bloque. Là, je suis en plein dans mes investissements, je n'ai pas forcément 500 € à mettre dans une discipline sportive. Alors que je ne sais même pas nager, je fais vulgairement la voie, j'ai même pas de vélo, j'ai jamais fait de triathlon, et je fais bon, quand même 500 €, ça fait cher, et j'hésite. Voilà, j'ai pas forcément suffisamment confiance en moi, et j'ai mon bip qui sonne. J'ai mon bip qui sonne, j'éteins l'ordinateur, je pars sur intervention, et ça sort un peu de mon esprit. Et 6 mois après, je me retrouve dans la même situation. 6 ou 10 mois après, dans la même situation, je suis encore de garde à la caserne. J'ai encore mon fameux bip qui est là, et je fais cette fois-ci, pour l'année suivante, il faut que je m'y inscrive. Et là, j'ai plus de surprise par rapport à la page de paiement. Je sais que l'inscription c'est 500 €, j'ai eu le temps de digérer tout ça, d'y réfléchir. Et là, je me dis, il faut que je prenne mes responsabilités cette fois-ci. Et je me rappelle ce fameux bip qui sonne et qui m'empêche justement de passer à l'action, de réaliser ce projet. Et là, je me dis, faut que je m'inscrive. Ma situation financière n'est pas forcément meilleure, mais je m'y inscris. Voilà, je m'y inscris. Une grande bouffée de chaleur, beaucoup de peur, j'en parle à personne. Donc je m'inscris, 2011, je fais cet Ironman de Nice, et à la surprise générale, je le termine. Et la morale de l'histoire, c'est la morale qui est intéressante, c'est par rapport à ça, ne laissez pas la société et les chiffres décider pour vous. Si j'avais écouté les gens, quand j'ai annoncé que j'allais faire l'Ironman de Nice, qui me disaient mais tu n'y arriveras pas, tu sais même pas ce que c'est, tu sais pas nager, tu n'as pas de vélo, c'est impossible. Ou si j'avais écouté les magazines qui me disaient pour faire un Ironman, il faut déjà une grosse expérience en triathlon, un Ironman c'est 6 mois de préparation, alors que j'avais rien de tout ça, tout simplement 5 ans après je fais champion du monde d'ultra triathlon. Donc la morale de tout ça, c'est si j'avais écouté la société, si j'avais écouté les médias, les magazines, tout ce qu'on a pu véhiculer, la société m'aurait privé d'un titre de champion du monde. Tout simplement parce que j'aurais conclu que c'était pas possible de le faire avec tout ce que j'aurais pu entendre. Mais comme moi je n'entends pas de cette manière, comme moi tous mes projets que j'entreprends, entrepreneuriat, sport, peu importe, je commence toujours par une introduction.
Et le fait de commencer par une introduction, même si vous avez très peu de connaissances intellectuelles, très peu de capacités physiques, c'est pas grave. La vie va vous apporter plein de choses. Le fait de passer à l'action, d'implémenter, ça va être un arc-en-ciel qui va s'ouvrir devant vous. Et il y a plein de surprises qui vont s'ouvrir à vous. Le fait de passer à l'action, la vie va vous récompenser. Il peut y avoir des échecs derrière. J'ai côtoyé beaucoup d'échecs, mais plus vous êtes en échec, plus vous êtes en réussite aussi. Plus vous allez côtoyer la réussite aussi à un moment donné. Et voilà, donc si le fait d'avoir commencé par l'introduction, c'est ce qui m'a permis justement, et de ne pas laisser la société me dire ce que j'étais capable de faire ou non, c'est ce qui m'a permis en 2011 de terminer cet Ironman et en 2016 de décrocher ce titre mondial. Et tout simplement, tout ce que vous allez faire, c'est tout simplement pour devenir une meilleure copie de vous-même et tomber les croyances limitantes. Moi, comme je l'explique, tout ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, j'en suis peut-être au chapitre 30, 40 ou 50. J'ai pas commencé hier, la course à pied, le sport, j'ai commencé par des 5 km, des 10 km, des semi-marathons, des marathons, des trails, des ultra-trails, l'Ironman, l'ultra-triathlon. Et à chaque fois que je terminais quelque chose, que ce soit un 5 km, un 10 km, un semi-marathon, comme je le dis, je me lavais quoi. Je tombais énormément de croyances limitantes. Et la plus grosse des croyances limitantes que j'ai tombées, c'était en 2011, où à ce fameux Ironman de Nice, où tout le monde me donnait perdant. Moi-même, j'étais vraiment pas confiant. Je vois pas comment j'allais réussir à le terminer, mais je me suis dit, c'est pas grave, on va commencer, on va voir comment se passe la natation, on va voir comment se passe le vélo, on va voir comment se passe la course à pied. Et pendant tout le périple de cet Ironman, j'étais continuellement en train d'essayer de trouver des solutions pour continuer de mettre un pied devant l'autre, pour continuer d'avancer. Et quand je l'ai terminé, j'ai tombé énormément de croyances limitantes. Et il se passe quoi? Il s'est passé que, avant cet Ironman de Nice, peut-être que j'avais l'opportunité, peut-être que j'avais la vision d'avoir 3 chemins devant moi. Peut-être un chemin professionnel, un chemin sportif, je sais pas, un chemin familial. Et en fait, le fait d'avoir terminé cet Ironman, d'avoir tombé énormément de croyances, il y a plein d'autres chemins qui se sont ouverts à moi. Plein d'autres chemins que je savais qu'ils existaient. Mais je n'avais pas les clés pour les ouvrir. Je n'avais pas les clés pour ouvrir ce cadenas, pour justement ouvrir cette porte et aller vers ces chemins. Et le fait d'avoir terminé cet Ironman de Nice, ça m'a ouvert les portes de l'ultra-triathlon. J'ai découvert plein d'autres chemins. Pareil dans l'immobilier, le fait d'avoir acheté un premier bien, un deuxième, un troisième, un cinquième, j'ai vu que c'était possible. J'ai vu qu'avec un salaire de 1 750 €, encore une fois, si j'écoutais la société à aucun moment va vous véhiculer qu'avec un salaire de 1 500 ou 2 000 €, vous pouvez acheter 3, 5, 10 appartements. À aucun moment la société va vous le dire ça. Ça, c'est des gens qui vont vous le dire, c'est des gens qui sont ici, c'est des gens qui sont à des masterminds, à des networking, à des conférences, à des séminaires. C'est ces gens-là qui s'intéressent à l'investissement immobilier, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. C'est ces gens-là qui vont vous le dire. La société, à aucun moment, elle va vous le véhiculer. Et moi, au fil de mes investissements, j'ai tombé plein de croyances limitantes. J'ai vu ce qu'il était possible de faire. Et de là, il y a plein d'autres chemins qui sont ouverts à moi. Donc plus vous serez dans l'action, plus vous serez dans l'implémentation, à un moment donné, il y a plein d'autres chemins qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez progresser. Et c'est là que vous allez voir le possible, tout ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, ça c'est juste après. Voilà. Avoir une ouverture d'esprit, de prendre conscience que ça existe et que c'est possible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose sans même savoir que ça existe. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous avez peut-être des capacités à faire plein de choses, à exceller dans plein de domaines, mais si vous ne savez pas que ça existe, si vous ne savez pas que c'est possible, vous ne pourrez pas emprunter ce chemin. J'en reviens à l'entrepreneuriat. Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps de ça, pourquoi j'ai commencé à investir dans des studios. Mes 14 premiers investissements, ça a été 14 studios. Et je me suis dit à un moment donné, il n'y a pas longtemps de ça, je me suis dit, mais attends, Goulven, pourquoi tu as acheté 14, pourquoi tu as commencé par 14 studios? Pourquoi tu n'as pas commencé directement, parce que j'ai terminé, investir dans des immeubles de rapport? Parce que tout simplement, quand j'ai commencé l'investissement immobilier, j'ignorais, je ne connaissais même pas le mot immeuble de rapport. J'ignorais totalement qu'on pouvait investir dans des immeubles de rapport. En région parisienne, j'ai acheté des studios 70, 80, 90 000 €. Et des immeubles de rapport, mais il existe des immeubles de rapport à moins de 100 000 € en province. Et j'aurais pu commencer par des immeubles de rapport. Sauf que je ne pouvais pas commencer par des immeubles de rapport alors que j'ignorais que c'était possible, j'ignorais que ça existait, alors que j'étais en capacité de pouvoir le faire. En fait, cette ouverture d'esprit, justement, plus vous aurez cette ouverture d'esprit, plus ça va vous permettre justement d'entreprendre des choses dont vous avez la capacité et d'entreprendre des choses que vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de faire plein de choses dont vous ignorez parce que vous ne savez même pas que ça existe. Parce que vous ne savez même pas que c'est possible, parce que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment l'ouverture d'esprit nécessaire, ou tout simplement vous n'avez peut-être pas rencontré les bonnes personnes, comme moi je n'avais pas rencontré les bonnes personnes. Donc c'est vraiment très important d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir une bonne ouverture d'esprit pour prendre conscience que ça existe et que c'est possible.
Donc en fait, avoir un rêve, ça va se résumer en 2 points. C'est 50%, c'est le vouloir. Voilà, ça va être, ça vous prend dans le ventre, ça vous prend dans les tripes, et il va juste falloir en convaincre son esprit. Convaincre son esprit, vous avez vu quelque chose, vous avez vu que telle ou telle chose, c'est possible, telle ou telle chose, ça existe. Maintenant, vous avez envie de le faire, donc il va falloir en convaincre son esprit. Et la deuxième chose, c'est là où il y a beaucoup de gens qui calent, c'est là qu'il y a beaucoup de gens, c'est le gros problème que ce soit l'entrepreneuriat, le sport, c'est le passage à l'action. Il y a très peu de gens qui passent à l'action, et aujourd'hui, ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, c'est pas les connaissances, c'est pas la capacité athlétique, c'est pas tout ça, ça n'a strictement rien à voir, tout ça c'est juste des fausses excuses. Ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et une autre, c'est juste le passage à l'action. C'est le passage à l'action, c'est l'implémentation. Et ça, c'est votre volonté. Donc ça, c'est vraiment très important. La partie en verte, 50% de passage à l'action, ça serait vraiment la chose vraiment la plus importante pour moi. Donc pour en venir, c'est avoir l'ouverture d'esprit pour savoir que ça existe, pour savoir que c'est possible, le vouloir, après trouver votre chemin. Voilà, vous savez que les immeubles de rapport, ça existe, ça vous plaît, ça vous passionne. Donc maintenant, il va falloir le vouloir. Et après, il va falloir faire les démarches nécessaires, c'est-à-dire passer à l'action pour entreprendre l'acquisition de cet immeuble de rapport. Et les 3 réunis, c'est ce qui va vous donner la réussite de votre projet. Alors je tiens à préciser aussi, tout ce que je vous raconte, c'est mon vécu, c'est mon histoire. Aujourd'hui, je ne suis pas là, c'est pas du tout. Je ne suis pas en train de véhiculer un message pour vous dire « faut être champion du monde de ceci, il faut acheter 20 appartements ». C'est pas du tout ça mon message. Avoir un rêve, ça peut être acheter sa résidence principale, ça peut être se mettre en couple, ça peut être avoir un enfant, ça peut être s'acheter une voiture. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas un rêve qui est mieux qu'un autre. Acquérir sa résidence principale, c'est pas forcément mieux que la personne qui veut acquérir 20 appartements. Le plus important, c'est de vivre son rêve, c'est de lui donner vie à son rêve. Voilà, aujourd'hui, je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous dire votre rêve c'est ceci, c'est cela, il est moins bien que un tel ou un tel. Aujourd'hui, voilà, je suis en train de vous véhiculer tous les éléments pour vous donner conscience que vos rêves, il faut les réaliser. Peu importe votre rêve, les rêves, ils sont faits pour être vécus. La visualisation, c'est quelque chose avec laquelle je travaille énormément. La première fois que je me suis mis à visualiser, c'était en décembre 2007, où j'étais propriétaire de mon premier studio à Elancourt, un petit studio que j'avais acheté à 76 000 € en région parisienne, à Elancourt, dans les Yvelines. Et j'ai eu l'opportunité, donc j'étais pompier de Paris à cette époque-là, et j'ai eu l'opportunité de me faire, à mi-choix, de me faire loger en chambre collective. Et c'est là que je me suis dit, si je me fais loger dans cette chambre collective, mon premier studio, j'aurai l'opportunité de le mettre en location, de remettre entre guillemets les compteurs à zéro, de reprendre les investissements immobiliers. Et en fait, c'est là que je me suis mis à visualiser, de par aussi certaines personnes que j'avais rencontrées, qui m'avaient donné une certaine ouverture d'esprit sur ce qu'il était capable de faire, sur ce que j'étais capable de faire dans l'immobilier. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en acheter un deuxième, troisième, jusqu'à 10 appartements. Et j'ai pris cette décision en décembre 2007 de me dire, je vais rester à demeure dans cette caserne. Et je me suis projeté, je me suis vu avec 10 appartements. J'avais aucune connaissance, j'avais pas du tout les connaissances, mais le fait de visualiser la personne que je voulais devenir, le projet que je voulais réaliser, c'était d'autant plus facile pour moi après, à l'instant présent, de travailler la personne que je voulais devenir. Parce que la personne que je voulais devenir, voilà, je la voyais cette personne, je voyais le Goulven que je voulais devenir. Donc le Goulven que je voulais devenir, c'était avoir 10 appartements. Donc pour avoir 10 appartements, il fallait que je me forme à l'instant présent. Et ça m'a beaucoup aidé, le fait de visualiser. Et c'est ce qu'a très bien fait Jim Carrey. Voilà, Jim Carrey et son fameux chèque de 10 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est fait? Il ne suffit pas de se faire un chèque, de l'accrocher au mur et de se dire les 10 millions de dollars, je vais les avoir. Jim Carrey, tout simplement, il faut comprendre comment il en est arrivé là. Jim Carrey, il s'est fait un chèque, il se l'est mis à son bureau, un endroit l'endroit qu'il fréquentait le plus, pour vraiment l'avoir en visu régulièrement. Et Jim Carrey, en fait, le fait de se faire un chèque de 10 millions d'euros et de se dire je vais l'encaisser, c'est là que c'est intéressant comment il a fait, quel mindset il a eu et quelles répercussions la psychologie, comment votre cerveau agit. En fait, le fait de prendre cette décision, tout simplement, ça vous est sûrement déjà arrivé, mais vous en êtes sûrement pas rendu compte. Aujourd'hui, vous n'avez pas de projet, vous n'avez strictement aucun projet, et à côté de vous, il y a 2 personnes qui vont discuter entrepreneuriat, qui vont discuter immobilier, investissement immobilier. Ils vont dire plein de choses intéressantes.
Mais comme à aucun moment vous avez visualisé, à aucun moment vous avez dit à votre esprit, je veux acheter, je veux devenir propriétaire, je veux acheter un deuxième appartement, un troisième, un cinquième appartement, bah comme votre esprit, il n'est pas au courant de ça, à aucun moment il va percuter les deux personnes qui sont à côté de vous en train de discuter sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier. Par contre, si à votre esprit, vous avez commencé à visualiser la personne que vous voulez devenir, vous avez commencé à visualiser le projet que vous vouliez mettre en place, bah ces deux mêmes personnes qui sont à côté de vous, votre esprit il va faire le rapprochement. Votre esprit il va entendre ce que la discussion de ces deux personnes, et votre esprit il va venir vous dire « Attends, là, bonhomme, là, il y a deux personnes qui sont à côté de toi, qui sont en train de parler un peu de la même chose de ce que tu veux entreprendre, là, dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. Ce serait peut-être intéressant que tu ailles les voir, que tu te rapproches un peu d'eux. » Parce que votre esprit, vous lui aurez dit ce que vous voulez devenir, le projet que vous voulez mettre en place. Et c'est ça la visualisation. Plus vous allez visualiser, plus vous allez vous projeter sur ce que vous voulez faire, dans votre esprit, après, il va faire le travail. Et c'est lui qui va vous apporter les personnes qui ont déjà entrepris, qui ont déjà agi par rapport à ça. Parce qu'il sera à l'écoute de tout ce qui va se dire, de tout ce qui sera en rapport par rapport à votre projet. Donc la visualisation, essayez de visualiser, enfin c'est pas essayer, c'est pour visualiser le projet que vous voulez mettre en place, la personne que vous voulez devenir. Pour vous aider justement, pour avoir beaucoup plus de facilité pour le travailler à l'instant présent, et justement, aller chercher les informations dont vous ignorez, des informations qui sont peut-être là dans la salle, ou c'est peut-être votre voisin qui a ces mêmes informations, mais si vous ne le dites pas à votre esprit, si vous ne le dites pas à votre subconscient que vous voulez devenir telle ou telle personne ou réaliser tel ou tel projet, à aucun moment votre esprit va faire le travail pour vous. Donc la visualisation, c'est vraiment quelque chose de très important. Après les points clés, sortir de votre zone de confort. Comme je vous parlais tout à l'heure, c'était la chambre dans laquelle j'ai vécu 4 mètres carrés pendant 4 ans. En fait, j'étais dans une chambre collective. C'est une chambre qui devait faire 30 ou 40 mètres carrés, je ne me rappelle plus. On était 6-7 à la partager. Et ça, c'était mon petit coin de vie. Voilà, c'était mon petit coin. Voilà, là, il y avait mon petit bureau sur lequel je travaillais tous mes projets immobiliers. Là, il y avait ma grande armoire où j'avais mes affaires militaires et civiles. Ma petite armoire administrative. Et voilà où j'ai vécu pendant 4 ans pour mettre en place justement mon projet immobilier. En fait, sortir de votre zone de confort, ce que je vais vous dire par là, c'est à vous de voir de quelle manière vous allez sortir de votre zone de confort, tout simplement aussi par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Moi, j'ai décidé, entre guillemets, un peu d'aller dans l'extrême, d'aller me faire loger en chambre collective, parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais identifié un projet à 10 appartements. J'avais vraiment j'avais vraiment l'envie d'entreprendre un gros projet, tout en sachant que j'avais zéro connaissance en immobilier. J'y connaissais strictement rien du tout, à part ma première acquisition en studio. Voilà, mais c'est pas ça qui allait faire que j'avais les connaissances pour acheter 10 appartements. Donc en fait, je me suis dit, je vais rester à demeure dans cette caserne, et en fait, dans cette caserne, cette sortie de zone de confort, moi, à aucun moment, indirectement, je ne l'ai pas vue. Parce que j'étais tellement animé, tellement passionné par mon projet, qu'en fait, être dans cette chambre, moi, je m'éclatais. Parce que cette chambre, pour moi, c'était la solution à mon projet. Et comme j'ai mis tout mon focus sur ce projet, en fait, dans cette chambre, je me suis éclaté. Où tous mes collègues de chambre ne comprenaient absolument pas pourquoi je restais à demeure 7 jours sur 7. Dans cette chambre, c'était dans une enceinte militaire, donc pas le droit de recevoir de famille, pas le droit de recevoir d'amis. C'était vraiment très restreint, mais ce que je pouvais faire. Mais moi, je m'éclatais. Parce que j'avais mon projet immobilier en tête. J'étais animé par ce projet immobilier, j'étais animé par cette passion. Et du coup, tous ces inconvénients, moi, je ne les voyais pas. Voilà, sortir de votre zone de confort pour mettre en place vos projets, pour entreprendre ce que les meilleurs n'osent pas faire. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'avais quasiment zéro connaissance dans l'immobilier. Et ce qui a fait la différence, comme je vous le disais, entre une personne qui a énormément de connaissances en immobilier et moi qui n'en avais aucune, c'est que moi je suis passé à l'action. Je suis continuellement dans l'action, continuellement dans l'implémentation. Et c'est ce qui fait que j'arrive à entreprendre, à réussir, à exceller beaucoup plus qu'une personne qui a sûrement davantage de connaissances que moi dans l'immobilier, ou qui a sûrement davantage de connaissances ou de connaissances ou physiquement parlant, athlétiquement parlant, qui est bien meilleur que moi, parce que je suis continuellement dans le passage à l'action. Donc, la résultante de tout ça, c'est que vous en prenez, c'est que vous faites des choses, vous réalisez des choses que les meilleurs n'arrivent pas à faire, tout simplement parce qu'ils restent dans les starting blocks. Et par la suite, comme je vous le disais, vous aurez confiance en vous par la suite. C'est le fait de tomber des croyances limitantes, vous aurez davantage confiance et ça vous permettra de continuer.
dire stop aux excuses. Ça, c'était la clé de ma réussite. Alors les excuses, comment je les explique? Comment justement les gommer? Comment reprogrammer votre cerveau? C'est quelque chose qui est vraiment tout simple à faire. Ça peut demander du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, tout dépend au stade où vous en êtes. Mais les clés de ma réussite par rapport au refus des excuses, en fait, il faut prendre ça comme un jeu. Moi, des excuses, ça fait peut-être depuis mon cerveau, ça fait peut-être 20 ans, peut-être plus de 10 ans que je l'ai reprogrammé. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous trouver une excuse. Aujourd'hui, vous me demandez de trouver une excuse, je vais devoir réfléchir. Et ça va être compliqué de me trouver une excuse. Ou tellement que j'ai reprogrammé mon cerveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment justement reprogrammer son cerveau pour, au lieu de trouver des excuses, que ça se transforme en solution. Et ça doit être un jeu. En fait, il faut savoir, à un moment donné, se mettre sur pause. Il faut s'entendre parler, s'écouter parler. Vous êtes face à une situation, et sûrement vous allez trouver une excuse. Et en fait, le jeu, avec vous-même, c'est de vous mettre sur pause et de vous dire, attends, là je suis en train de faire de la merde, je suis en train, par rapport à la situation que je suis en train de vivre, je suis en train de me trouver une excuse. Et ce petit jeu, ça va être, on se met sur pause, et de vous dire, quelle solution je pourrais trouver. C'est juste une gymnastique intellectuelle. Et là, vous réfléchissez. Donc par rapport à votre situation, peut-être que la solution va venir rapidement, peut-être que la situation, peut-être que les solutions que vous allez trouver par rapport à cette situation, encore une fois, ça va être compliqué. Mais une question que j'ai envie de vous poser, c'est à combien de reprises les excuses vous ont permis de réaliser et de réussir un projet? Combien de fois? La réponse, c'est 0. À aucun moment, les excuses vous permettront de réaliser un projet. Donc, à quoi ça sert de vouloir perpétuellement, continuellement, de chercher des excuses? Ça sert strictement à rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'amuser avec ce jeu intellectuel. Vous êtes dans une situation délicate. Au lieu que vous savez que les excuses, ça ne va rien vous apporter. Donc, trouvez des solutions, même si elles sont toutes petites. Et elles seront sûrement toutes petites au début, parce que votre cerveau, vous ne l'aurez pas entraîné ainsi. Peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez fera que c'est compliqué de trouver une solution de suite. Mais une petite solution, plus une petite solution, plus une petite solution, c'est ce qui va vous permettre de mettre la locomotive en marche, de passer à des petites solutions, à des moyennes solutions, et d'arriver à des grandes solutions. Et plus vous allez vous entraîner comme ça, plus vous allez entraîner votre cerveau, plus vous allez vous amuser à jouer à ce jeu, et à un moment donné, ça prendra le temps que ça prendra. Des semaines, quelques semaines pour certains, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Mais à un moment donné, votre cerveau, vous l'aurez tellement entraîné comme ça, qu'il sera dans l'incapacité de vous trouver des excuses. Il ne saura plus faire. Et tout ça, je vais vous l'expliquer avec une vidéo après. Donc, trouver des solutions au lieu de trouver des excuses et revoir votre attitude. Voilà, pensez bien que c'est votre attitude qui va définir l'altitude où vous voulez aller. Et tout ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, justement, je vais vous le montrer en vidéo pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Donc là, la vidéo que je vais vous montrer, je vais la mettre sur pause. Donc là, on est dans le cadre des championnats du monde d'ultra triathlon. On est en 2015. Je me trouve là, l'athlète que je vous présente justement, c'est la meilleure des personnes pour vous parler de tout ce que je vous ai raconté depuis le début. C'est Dominique Benassi. Donc c'est un triathlète. Il est unijambiste. Donc déjà, il commence mal. Enfin, c'est très compliqué pour lui. On est au Mexique, à Léon. 2000 mètres d'altitude à peu près, l'eau doit être à 16 degrés. Cet athlète, donc unijambiste, on est sur un Deka Ironman. Donc c'est on fait un Ironman tous les jours pendant 10 jours. Donc un Ironman, pour ceux que je n'ai pas précisé les distances, c'est 3 km de nage, 180 km de vélo et un marathon, donc à faire tous les jours pendant 10 jours. Donc Dominique Benassi, il est unijambiste. Là, on est à 30 minutes du départ. Il n'a pas reçu son vélo, il n'a pas reçu son fauteuil roulant, il n'a pas reçu sa sac de sport. En fait, il n'a rien. Il n'a strictement rien et il lui manque une jambe. Donc, il a toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas prendre le départ, pour arrêter. Sauf que Dominique Benassi, les excuses, il ne sait plus faire. Vous lui demandez de trouver une excuse, ça va le fatiguer, parce qu'il va devoir réfléchir et ça va le fatiguer. Et Dominique Benassi, il est continuellement, perpétuellement dans la positive attitude, dans les solutions. Il sait faire que ça, parce que son cerveau, encore une fois, il a uniquement entraîné à trouver des solutions. Et voilà ce que ça va faire. Je sais pas si vous entendez super bien par contre.
plusieurs petites Donc je prends la caisse du vélo, la caisse du frein, je fais la combinaison. Donc je pars quand même en natation, je vais certainement avoir plus fort, mais c'est pas grave. Le vélo, le fauteuil arrive normalement, le FICO, arrive normalement à 10h, donc on compte 11h. Je suis prêté à vélo par l'organisation, c'est un cyclocross, je ne vais pas crever moi. Et puis ma vélo, c'est bon. J'ai juste les réglages à faire. Donc voilà, tout ce qu'il a dit depuis le début, j'ai pas de vélo, on me prête un vélo, un Pinarello en plus, donc il est content parce que c'est un vélo de marque, c'est un beau vélo, il a juste les réglages à faire, sauf qu'il n'aura pas de réglages à faire parce que c'est un vélo qui n'est pas du tout adapté à son handicap. Mais il est content. Dans sa tête, comment ça se passe dans sa tête, c'est qu'on lui prête un vélo. Il a une bicyclette. Dans sa tête, il a une bicyclette, comme tout le monde, donc il est content, quoi, il est heureux. Et le temps que je fasse les 180 bornes de vélo, je pense que la caisse arrivera et je pourrai préparer mes affaires et aborder ces décalages avec un peu plus de sérénité, mais tout cela n'a en comparaison des fois que mon cœur arrive. Comme on le disait si souvent, ceux qui sont derrière la caméra, je vous montrerai à la fin de ce périple comment ça se passe. Et voilà, on y croit, hein. Il fait beau, on ne tire pas dessus, on va pas montrer les enfants, donc c'est que du bonheur. Voilà, on ne tire pas dessus, il fait beau, c'est que du bonheur. Encore une fois, il est mi-jambiste, il n'a pas de vélo, pas de fauteuil, pas de combinaison. L'eau elle est à 16 degrés, c'est le seul qui a un t-shirt ou le beat, il n'a rien du tout, on n'a rien pu lui prêter. Mais on y croit quoi, voilà, si on y croit, il s'est battu pour être là, il s'est battu pour ce projet, pour être sur la ligne de départ. Donc maintenant, il se fout de ce qui peut lui arriver, des conditions, savoir s'il a plus ou moins qu'un autre athlète. Lui, il s'est mis focus pour être sur le départ et il s'est surtout mis focus, il visualise la ligne d'arrivée. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Ce qui se passe entre le point A et le point B, toutes les problématiques qu'il peut avoir, c'est pas ça qui l'intéresse. Là, avec son handicap, il avait peut-être 50% de chance déjà d'aller au bout. Là, le fait qu'il n'ait pas son vélo, fauteuil roulant, son sac de sport, bah, ça tombe peut-être à 1%, il a peut-être 1% de chance de réussir. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est ces 1% de chance. Il se fout des 99%, enfin, des 99 autres pourcents qui vont le donner échec. C'est pas en pensant 99% d'échecs que ça va l'aider à terminer. Lui, ce qu'il fait, bah, c'est qu'il a ces 1%, il les prend avec lui, ces 1%, il les met dans sa poche, et ces 1%, il s'est dit, ces 1%, bah, je vais les amener avec moi à l'arrivée. Et encore une fois, par rapport à un athlète qui va réussir et un autre athlète qui ne va pas réussir, encore une fois, c'est pas une question athlétique, c'est pas une question de performance ou quoi que ce soit, c'est avant tout un état d'esprit. C'est juste une attitude. Et lui, il a la bonne attitude de se dire, bon, c'est pas grave, je ne vais pas conclure que je ne peux pas y arriver, comme je vous l'ai dit au début. Non, il va commencer cette course par une introduction, il va voir ce qu'il peut faire, il va voir s'il arrive à nager les 3 km 8, mais il ne va pas juger qu'il n'est pas capable de nager les 3 km 8 dans une eau à 16 degrés. Voilà, il va voir, il va commencer et au moins ça va lui permettre de voir ce qu'il en est, de trouver des solutions ou non. Mais c'est le fait de commencer par l'introduction encore que cette course va lui apporter plein de surprises. Là, il a fait 3 tours sur 6, donc il a nagé 1 km 9. Bon, il peut plus, voilà, il peut plus parce qu'il est en hypothermie. Mais c'est pas grave, il a commencé, il a vu ce qu'il était capable de faire ou non. Il voit qu'il peut pas continuer, parce que s'il continue, il va au carton. Donc il peut pas. Donc ce qu'il fait, hop, il trouve une solution. La solution, c'est quoi? C'est de se dire, bon, j'ai nagé la moitié, je vais sortir de l'eau, je vais me reposer, boire un peu de thé, dormir un peu. Et je vais tout simplement attendre que le premier sorte de l'eau pour lui prendre sa combinaison. Et le temps qu'il sort, moi je vais dormir, me reposer et je repartirai après. Encore une fois, voilà, il trouve des solutions. Il est en hypothermie, il ne peut plus, il se dit pas, c'est pas l'abandon qui vient à ses oreilles, c'est pas la première chose qu'il se dit, c'est pas j'abandonne, je peux plus. Non, je suis en hypothermie, quelle solution je vais pouvoir faire pour continuer? Donc, ça sert à rien de continuer de nager. Allez, je sors de l'eau, je me mets sur le côté, je me mets sur la touche, j'attends que le premier sorte, je prendrai sa combinaison et c'est ce qui me permettra de continuer la course.
pour les 3 derniers tours pour le 1 km de nage qui nous reste à faire. Là, il est content, il est haut. Ça continue. Donc, avec le vélo qui n'était pas du tout fait pour son handicap, il a nagé à peu près 30-40 km. Il a roulé 30-40 km avant que sa valise, avant que ses pièces à vélo arrivent. Et là, pareil, il n'a pas de logistique, il n'a pas d'assistance, il n'a personne pour l'aider. Il sort de la course et c'est à lui de monter son vélo, c'est à lui de monter son fauteuil roulant et c'est à lui de tout faire. Voilà, c'est pas grave. C'est les aléas de la course, mais encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le finisher de cette compétition. Là, il repart avec son vélo. Donc 180 km de vélo à faire tous les jours et à faire avec une jambe. Terminé son marathon, les 42 km en fauteuil roulant. Alors on a fini ensemble la première journée de l'épreuve. Merci pour lui. Donc voilà, cette vidéo, en fait, je tenais vraiment à vous la montrer parce que bon, c'est bien beau de véhiculer un discours, mais les images, c'est beaucoup plus parlant qu'un discours et ça vous montre vraiment ce qu'il est possible de faire en fait. La deuxième chose, se refuser à l'abandon. Voilà, ne faites pas découvrir cette solution à votre esprit. Tout simplement parce qu'encore une fois, psychologiquement parlant, comment va se comporter votre cerveau. On en revient à cette course-là au Mexique, à Lyon, où moi je suis très mal rentré dans cette compétition, j'étais très mal préparé. Et en fait, cette course, je l'ai terminée en 184 ou 185 heures. Donc je faisais à peu près entre 18 et 19 heures d'activité sportive tous les jours et j'ai dormi 38 heures en 10 jours. Donc je dormais même pas 4 heures par nuit. Et je peux vous dire que mentalement parlant, ça a été très dur. Et mon esprit, tous les jours, il venait me voir, il me disait Goulven, on arrête. Goulven, on arrête, on est fatigué. Ça a été très compliqué de continuer cette compétition. Mais encore une fois, comme Dominique Benassi, j'étais animé par une seule chose, c'était cette ligne de finisher. C'était terminer cette compétition. C'est ça qui m'intéressait. Voilà, comme Dominique Benassi, ce qui se passait entre le point A et le point B, ça ne m'intéressait absolument pas. Donc la fatigue ne m'intéressait pas. Mais ce qui allait se passer, c'est que si j'allais abandonner cette course, si j'allais arrêter cette course, c'est l'après. Qu'est-ce qu'il allait se passer justement par rapport à cet après? C'est qu'indirectement, je serais retourné dans ma zone de confort. Et mon esprit, il aurait été content de retourner dans cette zone de confort. Sauf que la prochaine compétition, je savais que des échéances comme ça, j'en avais plein qui m'attendaient. Parce que j'avais pour objectif d'être champion du monde l'année suivante. C'était la première année en 2015, je l'ai fini premier français et 6e mondial. Et l'année d'après, je voulais décrocher ce titre mondial. Donc je savais que j'avais encore d'énormes échéances à faire, des courses encore beaucoup plus prestigieuses et compliquées que celle-ci à faire. Et je me suis dit, si à cette course-là, j'arrête, mais il va se passer quoi sur les autres courses? Au moment où j'aurais été en difficulté, tout simplement, mon esprit m'aurait rappelé, il m'aurait dit, rappelle-toi la dernière fois au Mexique, quand on a arrêté. On est retourné dans notre zone de confort et qu'est-ce que c'était agréable.
Au lieu de dormir 4 heures par nuit, on dormait 9 heures, 10 heures, 12 heures, on n'avait plus de problème, on n'avait plus à se lever, on n'avait plus à nager, à faire ceci, cela. Et mon esprit, il serait venu me le rappeler, il serait venu me le rappeler, me le rappeler à toutes les compétitions, à tout ce que j'aurais voulu entreprendre. Parce que je l'aurais fait découvrir justement ce retour à cette zone de confort, cet abandon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas véhiculer à votre esprit. Alors abandonner, vous pouvez abandonner, j'ai déjà abandonné, mais c'est juste réorienter vos voiles différemment. Ça ne sert à rien non plus de s'acharner à l'exemple d'un bateau. Vous êtes sur un bateau qui coule, ça ne sert à rien de s'acharner à essayer de vider l'eau du bateau. Voilà, non, il faut changer, il faut orienter ses voiles différemment, changer de bateau pour continuer d'avancer. Voilà, mais si vous avez un projet en tête, si vous avez quelque chose à réaliser, il n'y a rien qui doit vous arrêter, il n'y a strictement rien qui doit vous arrêter à la réalisation de ce projet. Vous pouvez réorienter vos voiles autant de fois qu'il le faudra pour justement réaliser ce projet, mais à aucun moment vous devez abandonner ce projet si à l'intérieur de vous, vous avez défini que ce projet, vous avez envie de le réussir, vous avez envie de devenir la personne que vous voulez devenir, alors il n'y a strictement rien qui doit vous arrêter. Et c'est justement ce que je vais vous montrer avec la prochaine vidéo. Diana Niad, il y en a qui la connaissent ici? Comment? Diana Niad, une américaine. Spécialiste en Notation. C'est malheureux qu'il n'y a personne qui la connaisse. Alors c'est pas de votre faute, c'est justement les médias encore qui véhiculent pas toutes ces prouesses sportives, toutes ces prouesses que l'être humain est capable de faire. Mais en fait, Diana Niad, donc elle a rallié à la nage Cuba à la Floride, 175 km non-stop. C'est-à-dire non-stop, c'est d'une traite. Elle n'avait pas le droit, elle est accompagnée de différents bateaux, elle n'avait pas le droit de toucher les bateaux pour que ce soit homologué. Tous les ravitaillements, je crois qu'elle a mis 55 heures pour le faire. Tous les ravitaillements, c'était à la canne à pêche, parce que voilà, elle avait interdiction de monter dans le bateau, de toucher le bateau. Donc tout s'est fait à la canne à pêche et tout s'est fait non-stop. Et en fait, Diana, son histoire, c'est que c'est un rêve qu'elle a eu c'était une nageuse extrême déjà. Et elle a commencé ce rêve de se dire je vais rallier Cuba à Floride, jusqu'à la Floride. Elle a eu ce projet à 19 ans, 19 ans, 20 ans. 19 ans, 20 ans, elle a fait une première tentative. Il faut savoir que déjà, vouloir entreprendre un tel projet, vouloir véhiculer, vouloir parler d'un tel projet, déjà c'est très compliqué avant même de le faire. Dire à ses proches, dire aux médias, je vais nager 177 km pour rallier Cuba à la Floride, déjà on vous prend pour un fou. Donc déjà, juste le fait de vouloir le dire, de vouloir le véhiculer, de vouloir l'entreprendre, c'est déjà très compliqué. Surtout qu'à chaque fois, elle emmenait pas loin de 100 personnes avec elle, parce qu'elle a fait 100 cages anti-requins. Il faut savoir qu'entre Cuba et Floride, il y avait des requins. Donc il y avait des bateaux pour l'accompagner, justement pour faire fuir les requins. C'est énormément de monde à chaque fois qu'elle emmenait avec elle. C'est d'énormes prises, d'énormes charges de responsabilité. Et elle a commencé son projet à 19 ans. 19 ans, elle a échoué. Elle a recommencé une deuxième fois, elle a échoué. Elle a recommencé une troisième fois, elle a échoué. Elle a recommencé une quatrième fois, elle a échoué. Et en fait, elle n'avait peut-être pas suffisamment ce leitmotiv de se dire pourquoi, la raison pour laquelle elle voulait le faire. Et en fait, sa cinquième tentative, donc elle a commencé à 20 ans, et sa cinquième tentative, elle a 65 ans. Et à 65 ans, elle se dit en fait, son leitmotiv, c'est de se dire, c'est de montrer aux femmes, montrer aux sexagénaires qu'à 65 ans, tout simplement, la vie n'est pas finie. À 65 ans, on peut encore rêver, on peut encore se permettre de rêver, on peut encore avoir la force et l'envie d'aller chercher ses rêves, de vivre ses rêves. Et en fait, ça a été son leitmotiv. Et à partir du moment où elle a trouvé ce leitmotiv, elle était intouchable. Elle était intouchable tellement qu'elle voulait ce message fort qu'elle voulait véhiculer aux sexagénaires. Et là, elle a 65 ans et c'est le finish de sa traversée. La retrouver, c'est une conférencière. Vous tapez Diana Niad sur Google, il va vous sortir plein d'articles sur elle. Une conférencière américaine. Comme tout record qui vont être levé, en fait, il n'y a personne qui a le droit de la toucher tant qu'elle n'a pas quitté le 2 pieds de l'eau.
projet, à partir du moment où vous sentez que vous avez envie de le faire, que ça vous prend dans les tripes, que vous avez envie de réaliser quelque chose, il n'y a rien qui doit vous arrêter. À partir du moment où vous êtes passionné, où vous avez la passion, voilà, il n'y a rien qui doit vous arrêter. Voilà, peut-être que vous serez amené à réorienter vos voiles, on va recommencer plusieurs fois, comme a pu le faire Diane Agnad, mais à aucun moment il faut abandonner, il faut aller vivre, il faut vivre ce projet. Voilà, si vous n'avez pas commencé, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il est possible de réaliser. Et vous aurez plein de surprises. Le deuxième exemple, on se trouve toujours au Mexique. Là, on est encore dans le sol, c'est des exemples, on est vraiment dans l'extrême, c'est vraiment des athlètes extrêmes. Là, c'est Guy Rossi que je vais vous montrer. Guy Rossi qui est 3 fois champion du monde de l'ultra-triathlon, de la discipline de l'ultra-triathlon. Là, sur la vidéo, il a 68 ans et je suis avec lui au Mexique. Là, c'est l'année suivante, en 2016, où j'ai eu mon titre. Et on est sur un quintuple Ironman en continu, c'est-à-dire 19 km de nage, 900 km de vélo, et on finit par 211 km de course à pied. Et Guy Rossi, il est là, il est présent. Il a 68 ans, et en fait le pauvre vieux, le pauvre bonhomme, bah, il penche un peu, quand il court, il penche, il fatigue. Et en fait, sa femme qui le suit depuis 30 ans, depuis 30 ans qu'il fait ça, pour ne pas abandonner, pour continuer. En fait, il penche et en fait dans le dos, on lui a mis un balai, un manche à balai, on lui a sanglé les épaules, sanglé l'abdomen pour qu'il se redresse et pour qu'il puisse continuer sa compétition. Là, il en est à son 3e marathon, il a fait un marathon et demi, il a fait plus de 60 km avec son manche à balai dans le dos. Bon, ça rime à rien du tout, je vous l'accorde, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est possible, à quel point les gens qui trouvent uniquement des solutions, qui sont vraiment perpétuellement dans la recherche de solutions, ben voilà jusqu'où vous pouvez aller. C'est des gens qui se refusent à l'abandon, qui se refusent aux excuses. Voilà, c'est juste en fait vous montrer, vous véhiculer ce qu'il est possible de faire. Voilà, on est encore dans l'extrême, c'est pas ce que je vous demande par rapport à votre projet. Mais voilà, c'est juste vous montrer, voilà, comme je vous le disais au début, vous montrer ce qu'il est possible, vous montrer ce qu'il existe. Ah, une dernière, je l'avais oublié celle-ci. Une dernière, on est toujours au Mexique. Il se passe beaucoup de choses au Mexique. On est toujours en 2016. En fait, ça, c'est peut-être le plus beau moment sportif que j'ai vécu dans ma carrière. C'est vraiment le plus beau que j'ai vécu. En fait, c'est deux athlètes. Je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est un Argentin et un Norvégien. Et en fait, ils sont derniers. On est toujours au quintuple, sur le quintuple Ironman. Eux, ils le font dans un format différent. Ils font un Ironman tous les jours pendant 5 jours. Moi, j'avais enchaîné j'avais multiplié les distances, c'était 1 par jour. Et en fait, là, ils sont au 5e jour, ils sont au dernier tour de vélo. Donc il y a 7 Argentins, un Norvégien. Et en fait, il faut savoir qu'au Mexique, c'est pas la même réglementation qu'en France. Les cours sont pas fermés, il y a tout le monde est là dans le parc, il y a les gamins qui s'amusent, il y a des animaux de partout où on était au Mexique. Et là, ils sont au dernier tour de vélo et il y a un gamin, ils sont dans une grande descente et il y a un gamin qui passe devant eux. Il y a un gamin qui passe devant eux, ils veulent l'éviter, ils pilent tous les deux passent par-dessus le vélo. Il y a cet Argentin qui a des belles contusions sur la jambe droite, et il y a le Norvégien, surtout lui c'est beaucoup plus grave, lui il tombe face contre terre, il s'arrache tout le visage, il est transporté en urgence à l'hôpital pour se faire recoudre, pour se faire opérer directement. Et il y a cet Argentin qui est chirurgien de métier. Et en fait, il s'avère, il y a une grosse coïncidence, c'est quand ils arrivent à l'hôpital, le chirurgien en question, c'est le frère de l'organisateur de cette compétition, de l'ultra-triathlon. Les hôpitaux sont bondés, il n'y a pas de chirurgien disponible, et en fait, ce que vous allez voir là, donc ça c'est l'Argentin qui est chuté à vélo, et en fait ça c'est 1 heure après. Donc vous avez l'Argentin en fait qui est chirurgien, qui est toujours en cycliste, qui est en train d'opérer le Norvégien. Ça c'est le frère de l'organisateur de la course, qui est chirurgien également, donc voilà. Donc ils sont en train de l'opérer. Et en fait, encore une fois, ils n'ont même pas réussi à s'en servir d'excuses pour arrêter la compétition. En fait, il s'est fait opérer, le Norvégien, 22 points de suture à la mâchoire. Et en fait, donc là, ils sont en train de l'opérer. Et en fait, ils sont revenus dans la course. Après 2 heures de bloc opératoire, un gros lancement au visage, le Norvégien a dit non, je continue la course, je reviens faire la course et je serai finissant de cette compétition. Et il revient, et les deux reviennent, ils remontent sur le vélo, ils finissent leur dernier tour, et après ils font un marathon ensemble. Et ça à l'arrivée,
Donc vous les voyez en haut, l'Argentin coopère le Norvégien, 3 heures après, enfin 7-8 heures après, une fois à la fin du marathon, vous voyez les deux qui se congratulent et qui sont finishers tous les deux en même temps du quintuple Ironman. Et ça c'est le lendemain avec un beau pansement, 22 points de suture à la mâchoire, et c'est lors de la remise des prix. Donc voilà ce qu'il est possible de faire, voilà, jusqu'où on peut aller par rapport à voilà, la beauté du sport, la beauté de trouver que des solutions. Mais encore une fois, voilà, je tiens à vous le montrer parce qu'encore une fois, c'est pas les médias qui vont vous montrer ça, c'est pas ce que la télé va vouloir vous véhiculer. Investir sur vous, c'est très important, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. C'est vraiment voilà, se documenter, se former auprès de ceux qui réussissent, comme je vous l'ai dit au début, mettre les moyens financiers. Aujourd'hui, l'être humain, il n'a aucun problème à mettre 5 000 €, 10 000 € dans une voiture. Parce que pourquoi? Il faut se poser cette question. Pourquoi j'achète une voiture 5 000 €? Pourquoi je mets 10 000 € ceci? Pourquoi je mets 10 000 € dans cela? Ben, tout ça, c'est la société qui nous l'éduque. C'est la société qui nous apprend à agir comme ça. Je vais vous raconter une autre histoire. On est en 2016, j'ai ma voiture. Ma voiture, elle tombe en rade. Mon premier réflexe, tout premier réflexe que j'ai, je me mets à chercher, je vais dans les petites annonces et je me mets à chercher une autre voiture. Et je cherche et bon, je trouve pas la voiture que je veux. Et à un moment donné, je me mets sur pause et je me dis, bah, pourquoi je cherche une voiture? Pourquoi je cherche absolument à pouvoir remplacer ma voiture qui vient de tomber en panne? Et là, en fait, je me dis, mais attends, Goulven, là, on est en 2016, ton objectif, c'est d'être champion du monde d'ultra triathlon. Tes grosses difficultés en sport, c'est justement nager et le vélo, enfin, c'est surtout le vélo. Et je me suis dit, mais si je rachète une voiture, il va se passer quoi? Bah, tous mes déplacements, je vais les faire en voiture. Et à aucun moment, je vais m'entraîner. Je me suis dit, par contre, si je prenais le problème à l'envers, si justement je rachète pas de voiture, bah, ça va m'obliger justement à faire tous mes déplacements en vélo. Alors que c'est sûr, pendant une semaine, ça a été très compliqué. Ça m'a demandé de bouleverser énormément de choses. Vous voyez, ça a été quelques jours, une semaine qui a été compliquée. Mais au final, bah, si j'ai eu la chance, si j'ai décroché ce titre de champion du monde, je ne sais pas si c'est grâce à ça. En tout cas, ça m'a permis de faire toute ma saison, parce que la saison que j'ai fait l'équivalent de 36 Ironman sur 6 mois. Et ça m'a permis d'arriver en forme, ça m'a permis d'être aguerri, d'être bien sportivement parlant, surtout dans la discipline du vélo. Parce que tous mes déplacements, je les avais fait en vélo, parce que je n'avais pas racheté de voiture. Si j'avais racheté une voiture, je n'aurais pas fait 1/10 de tout ce que j'ai fait à l'entraînement. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est mettre les moyens financiers, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, indirectement, il est conditionné comme ça. Il veut une voiture, il va en acheter 5 000, 10 000 €. Mais pourquoi? Pourquoi mettre autant dans une voiture? Bah, tout simplement, c'est que l'être humain, déjà, c'est 5 000, 10 000 €. Le fait de les mettre dans une voiture, il va pouvoir les voir. Il va pouvoir toucher la voiture, il va pouvoir s'en servir, il va pouvoir frimer aussi, peut-être. On est tous comme ça. Et ça va lui faire plaisir, parce qu'il va voir où il a mis ses 5 000, où il a mis ses 10 000 €. Par contre, il y a des gens qui ont une attitude complètement différente. Ils vont avoir le même budget à allouer. Sauf qu'ils vont peut-être pas forcément les mettre dans une voiture, ou ils vont les mettre peut-être 1 000, 2 000, 3 000 € dans une voiture. Par contre, ils vont mettre 5 000, 7 000, 8 000, 10 000 € sur eux. En mastermind, en formation. Voilà, parce qu'on est une action. Plus vous allez investir sur vous, plus vous allez réussir. Mais par contre, investir sur soi, c'est compliqué de mettre 5 000 € sur soi. Parce que ça ne se voit pas. Parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir le voir. Et indirectement, vous n'avez pas aussi la garantie de réussir. Vous mettez 5 000 € dans une voiture, vous avez la voiture. Vous avez 100% de garantie d'avoir la voiture. Par contre, vous mettez 5 000 € sur vous, vous n'avez pas 100% de garantie de réussir. Et c'est ça la grosse difficulté. Mais il faut savoir que plus vous allez mettre d'argent sur vous, mais plus vous vous donnez de chances de réussir. Et vous réussirez. Si vous avez l'envie, si vous mettez cet argent sur vous en vous disant « je vais réussir », et c'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver, ben vous allez réussir. C'est obligé. Donc mettre les moyens financiers sur vous. Voilà, répétition plus temps égale résultat, et vous êtes une action. Voilà. Vous êtes une action, donc mettez de l'argent sur vous. Plus vous allez mettre d'argent sur vous, plus vous allez réussir. En finir avec la procrastination. Alors tout le monde procrastine. Moi le premier, je procrastine. Mais il y a un certain degré de procrastination. Voilà, assumez de prendre vos responsabilités. Plus vous allez assumer de prendre vos responsabilités, moins vous allez procrastiner. Pour progresser, fixez-vous des objectifs. Ça c'est très important. Engagez-vous dans votre changement et dans votre projet. Faites le point chaque semaine, ou tous les mois, tous les trimestres. Moi je fonctionne au trimestre. Moi j'ai un calendrier toute l'année que je fais en début d'année ou fin d'année. Et je fonctionne par trimestre. Tous les trimestres, j'ai plein d'objectifs. Et voilà, et je fonctionne tous les trimestres, je fais le point par rapport à ce que je veux devenir, par rapport au Goulven que j'ai visualisé.
La procrastination, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ça peut être très intéressant. Vous avez un projet, vous avez un rêve, hop, vous l'annoncez sur les réseaux sociaux. Ça vous responsabilise. Voilà, par rapport aux gens qui vous suivent, par rapport à vos amis, par rapport à votre communauté. Voilà, vous savez que si vous ne passez pas à l'action, vous allez passer indirectement pour un boudin. Pour quelqu'un qui n'est pas passé à l'action, pour quelqu'un, encore une fois, qui a voulu faire quelque chose et qui ne l'a pas fait. Donc les réseaux sociaux, ça peut être très intéressant, mais justement de véhiculer ça, justement pour vous responsabiliser, pour vous forcer à passer à l'action. Ne pas exprimer de regrets. Moi aujourd'hui, quand je me retourne, c'est pour voir tout ce que j'ai accompli. Il y a plein d'échecs aussi quand je me retourne. J'ai énormément d'échecs. Aujourd'hui, on parle de ma réussite, mais je pourrais faire la même thématique. Je pourrais vous tenir 1 heure en haleine avec uniquement des échecs. Donc aujourd'hui, on est dans la positive attitude. C'est pas les échecs qui vont vous permettre d'avancer, c'est tout ce que j'ai réussi à entreprendre. Donc voilà, donc retournez-vous pour voir tout ce que vous avez réussi et ne vous retournez pas justement pour avoir des regrets, pour vous dire putain si j'avais su, pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc une étude a démontré que les personnes qui sont en phase terminale ont pour principal regret de ne pas avoir osé ce qu'elles auraient voulu faire. Voilà, et aujourd'hui, faut pas justement en arriver là. Regardez derrière vous pour voir le chemin parcouru et non pour voir les regrets. Et agir maintenant. Partager, échanger, comme vous allez le faire aujourd'hui, comme on est en train de le faire, c'est vraiment très important. Le partage de connaissances, le principal facteur de réussite. Partager, c'est recevoir en retour. Et partager sera l'élément qui vous permettra de grandir et de réaliser vos projets. Et surtout, comme je vous le dis depuis le début, comme je vous martèle le cerveau depuis le début, c'est le passage à l'action. Et moi, tout ce que j'ai pu vous raconter depuis le début, tout ce que j'ai pu entreprendre, voilà ce que ça a donné. Donc voilà, mais je suis passé à l'action dans tout ce que j'ai voulu entreprendre. Donc l'acquisition de 25 biens avec un salaire de 1 750 € par mois. J'ai écrit 2 livres, le premier qui est devenu best-seller, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 €. Un deuxième livre sur les citations, parce que j'adore les citations, parce que ça me parle énormément, ça me permet d'avancer énormément les citations. Rester motivé toute l'année. Puis je me suis mis à rêver à des challenges sportifs. J'étais finaliste de la Coupe de France de full contact en 2007. J'étais vice-champion de France de karaté contact en 2009. J'étais vice-champion de France amateur de boxe thaïlandaise en 2011. Je me suis énormément investi dans les sports de combat aussi. Ça, c'est quelques images. Puis je me suis mis à mesurer pendant 3 ans les compétitions les plus prestigieuses, tout ce qui était course à pied. J'étais finisher de l'Ultra Trail du Mont Blanc, 166 km avec presque 9 500 mètres de dénivelé positif. J'étais finisher de l'Ultra Trail Tor des Géants, 330 km, donc 24 000 mètres de dénivelé positif dans la vallée de Aoste en Italie. L'ascension du Mont Blanc solitaire, la traversée de la Manche à la nage, que j'ai pas réussi, que je vais reprendre d'ici 2 ans. Donc ça c'est au sommet du Mont Blanc, l'UTMB et le Tor des Géants. Et en 2015, comme je vous le disais, je m'attaque à la compétition qui est pour moi la plus dure au monde, donc l'ultra triathlon. Donc l'ultra triathlon en fait c'est que vous prenez une distance de l'Ironman, 3 km de nage, 180 km de vélo et un marathon, et en fait l'ultra triathlon vous les doublez, vous les triplez, vous les quadruplez, vous multipliez par 5, par 10, par 20, par 30, et la compétition la plus prestigieuse que j'ai faite, l'année de mon titre en Suisse, où j'ai fait un double DK, c'était un Ironman tous les jours pendant 20 jours. Donc voilà les distances, donc c'était 76 km de nage, 3600 km de vélo et 844 km de course à pied. Mais tout est possible, tout est possible. À partir du moment où vous voulez entreprendre quelque chose, où vous l'avez, vous avez pris conscience de ce que l'être humain était capable de faire ou non, vous pouvez tout faire. Tout est possible. On a une démarche. Ouais, bien sûr. Je sais pas, c'est pas ce que je vous demande de faire. Hein. Et en 2016, donc, je décroche le titre de champion du monde d'ultra triathlon. Donc ça, c'est l'arrivée à la dernière course que j'ai faite au Mexique à Léon, le quintuple Ironman. Et ça, c'est avec le maillot de champion du monde. Et 2 citations que j'ai écrites qui reflètent mon état d'esprit, mon mindset. Donc réaliser un projet, ce n'est pas se demander si j'ai les capacités intellectuelles ou physiques. Pour pouvoir le faire, c'est agir et persévérer. Et la deuxième, si lui est arrivé, alors moi aussi je peux le faire. Et si j'y suis arrivé, alors d'autres y parviendront également. Donc aujourd'hui, on parle immobilier, on parle entrepreneuriat. Il y en a peut-être parmi vous qui me l'ont demandé par rapport à des formations, par rapport à ceci, par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, c'est Hélène qui m'a demandé. Donc il y a une formation que j'ai mis en place, investisseur IMO-Pro. S'il y en a qui s'intéressent, vous venez me voir après en off. J'ai fait un prix de lancement, j'ai fait mon premier lancement la semaine dernière. C'est une formation qui a 497 €. Voilà, j'ai laissé l'ouverture, j'ai laissé la page de vente ouverte s'il y en a qui s'intéressent. Dans cette formation, j'ai fait un gros module qui dure à peu près 3 heures sur devenir un architecte et un directeur de son projet. Donc tout ce qui est état d'esprit, mindset.
un module sur emprunter, recommencer, un module sur orienter votre choix par rapport à ce que vous êtes capable de faire par rapport à votre situation personnelle, professionnelle, familiale. On n'est pas tous capables de faire la même chose dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Comment dénicher un bien, comment le négocier, comment gérer les locataires, la vente d'un bien et une partie fiscalité. Donc s'il y en a qui s'intéressent, n'hésitez pas à venir me voir. Je clôturerai la page de vente, on est vendredi, dimanche à minuit, au prix de 497 €. Après, j'en mettrai la formation à, normalement, elle sera à 800 € avant de la passer à 1000 €. Donc voilà, s'il y en a qui s'intéressent, n'hésitez pas à venir me voir. Et je vais conclure par le passage à l'action. Et maintenant, à vous de jouer. Donc voilà, c'est tout. Merci à vous pour votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions-réponses, on attend des questions. On prend 5 minutes de questions, si ça regarde des questions à poser. Tu nous as dit que tu avais démarré l'immobilier en 2011 avec un salaire de 1750 €. 2006. En 2006, est-ce que tu peux nous faire rêver aujourd'hui un petit peu avec ton revenu privé de l'immobilier? Alors je ne vais pas te faire rêver énormément parce que la Si stratégie... tu veux réussir, voilà, aujourd'hui ça t'a amené à quoi avec tes 25 appartements financièrement parlant? Moi, la stratégie que j'ai mis en place, c'est pas la meilleure des stratégies. En fait, quand j'ai commencé en 2004 ou 2006, je sais plus, je m'étais très peu formé. Il n'y avait pas tous les blogs qu'on peut voir aujourd'hui, il n'y avait pas toutes ces informations, tous ces networking qu'on fait, enfin tous ces événements qu'on peut voir sur Internet, comme il existe aujourd'hui. Peut-être qu'il y en existait sûrement, mais beaucoup moins. J'avais pas cette ouverture d'esprit aussi pour m'y intéresser. Donc en fait, moi, le process que j'ai mis de mes investissements immobiliers, c'est sur du long terme. J'ai tout mis, j'ai fait des prêts donc sur 20 ans, 25 ans, mais pour ma retraite. J'ai pas pensé cash flow, j'ai pas pensé saisonnier, faire du saisonnier pour me dégager à l'instant T du cash flow et compagnie pour en vivre de suite. Moi, c'était pour une future retraite parce que j'avais que cette stratégie en place. Après, maintenant, aujourd'hui, je suis en train de revoir beaucoup de choses justement par rapport à mon parc que j'ai pour justement, je m'intéresse maintenant aux saisonniers. Le saisonnier, j'ai découvert ça il y a à peu près 2-3 ans. C'est vraiment tout récent encore pour moi le saisonnier. Donc je suis en train de revoir justement ma stratégie par rapport à mon parc immobilier. Encore une fois, aujourd'hui, tu achètes un bien, tu achètes une surface, tu achètes un volume. Et c'est la façon de l'exploiter, ce volume, qui va définir ton cash flow, qui va définir si oui ou non tu vas en vivre. Quelqu'un qui va acheter un volume, on va prendre un volume de superficie de 20 mètres carrés, il achète un studio, s'il l'exploite en nu, il va peut-être avoir, je sais pas, une rentabilité à 5-6%. S'il l'exploite en meublé, ça va peut-être monter d'1 ou 2%. S'il l'exploite en saisonnier, ben ça va peut-être doubler ou tripler. Donc en fait, aujourd'hui, moi j'ai un parc immobilier, donc j'ai plusieurs volumes. Et aujourd'hui, si je décide, donc j'en vis, j'ai un cash flow, je dégage un certain cash flow de par la totalité de mon patrimoine, mais je pourrais doubler, même multiplier par 3 justement ce cash flow si j'exploitais mon patrimoine d'une autre manière. Mais ma première stratégie, ça a été de penser retraite, tout simplement. Parce que j'avais que ça, parce que c'est la seule chose qu'on m'avait véhiculée. Voilà, je prends le mot cash flow, c'est un mot que j'ai appris il y a 4-5 ans, c'est pas si vieux que ça pour moi. Du coup, tu as tout à nu. Comment? Tu as tout à nu au niveau immobilier. En meublé. Enfin, j'ai une partie en nu, mais j'ai une grosse partie en meublé. T'as acheté en détention directe? Non, ouais, en nom propre. En nom propre? Ouais. Vous avez d'autres questions? Moi, je voulais que tu fasses un petit focus sur ne pas tenir compte de la vie des autres, notamment parce que tu avais raconté dans une autre intervention que tu avais subi des moqueries par rapport à ton projet pour refaire le Nice, je crois. Sportif, oui. Moi, l'histoire, c'est quand je suis dans mon ordinateur, à la caserne, que j'ai inscrit à cette compétition. Déjà, la première chose, c'est que vous avez peur. Enfin, moi, j'ai eu énormément peur parce que je savais que. En fait, ce qui est très important avant de répondre à ta question, c'est que la peur, il ne faut pas chercher à. La peur, elle est là, mais elle est là pour votre bien, la peur. Il ne faut pas essayer de s'en défaire de la peur. Il y a deux choses par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, il y a deux choses qui ne vous quitteront jamais, enfin, qui doivent être là, qui doivent vous animer, c'est la passion
La passion, c'est très important, parce que dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez rencontrer des galères. L'immobilier, c'est pas j'investis, je gagne, c'est j'investis, je gagne, mais je prends les emmerdes qui vont avec. Donc à partir du moment où vous êtes passionné, vous arriverez toujours à vous relever, vous arriverez toujours à avancer. Donc la passion, c'est vraiment la chose, c'est un élément très important. Et il y a la peur. La peur, elle sera toujours là. Elle sera toujours là pour vous guider, pour vous dire ce que vous êtes capable de faire, de ne pas faire. Donc la peur, il ne faut pas chercher à l'éviter dans tout ce que j'ai entrepris et dans tout ce que je vais entreprendre dans le futur. Moi, je sais que la peur sera là, elle sera toujours là, la peur. Et je la remercie, la peur, parce que c'est mon guide, la peur. C'est elle qui va me dire ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Pour répondre à ta question, Hélène, donc oui, quand je m'inscris, en fait, dans la chambre collective où je suis, je fais chambrer avec un triathlète de niveau national, Rémi, et donc niveau national en triathlon, et un jour on part sur intervention, tous les deux. Moi ça fait quelques semaines que je suis inscrit à l'Ironman de Nice, et tout fièrement en fait, il m'annonce, c'est pas quoi Goulven, là je vais me préparer, pour reprendre ces mots, je vais me préparer comme un enculé pendant 2 ans, et je vais m'inscrire à l'Ironman de Nice. Et moi je me dis, maintenant il faut que je lui dise que moi je suis déjà inscrit, quoi. Sachant que lui connaît mon niveau sportif. Et je lui dis, tu sais, Rémi, moi je le fais cette année en fait. Et on était vraiment très proches, mais j'avais pas voulu lui en parler parce que je savais que il allait se moquer et j'avais pas besoin de ça, parce que j'avais pas suffisamment confiance en moi et j'avais pas besoin de ça. Et en fait, il commence à se moquer, mais méchamment, des brimades et compagnie, mais c'est pas possible, tu sais même pas ce que c'est l'Ironman de Nice, tu sais même pas ce que c'est un Ironman, tu sais même pas nager, t'as même pas de vélo de toute façon. Et je fais oui, tout ça je le sais, c'est pas ça qui va m'aider à finir cet Ironman, je le sens bien, voilà, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, j'ai envie de m'y frotter, et on verra bien, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas conclure quelque chose que j'ai pas encore commencé. Parce qu'au fond de moi, je l'avais au fond de moi, à l'intérieur de moi ça bouillonnait. Je savais que j'étais animé par cette passion, j'étais animé par ce défi. Donc à partir du moment où j'étais animé, je me suis dit, je vais y aller. Et on va voir. Et si ça avait été un échec, c'est pas grave. Un échec, il faut avoir encore une fois l'attitude et l'intelligence pour en tirer des conséquences. Ça aurait été un échec, au moins j'aurais vu, ça m'aurait permis de voir, après d'avoir perdu 500 €, ça m'aurait permis de voir ce qu'était un Ironman, l'ambiance, savoir où j'avais peiné, est-ce que j'étais capable de terminer 3 km 8 de nage, est-ce que l'échec je l'aurais eu à vélo, est-ce que je l'aurais eu après l'enchaînement de 2 épreuves en course à pied, mais ça m'aurait permis de voir plein de choses. Et justement, ça m'aurait permis de recommencer sûrement l'année d'après, mais mieux préparer ou de travailler les lacunes que j'avais eues. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai été moqué, mais cette personne qui a été très intelligente au final, parce qu'elle m'a quand même chambré pendant plusieurs semaines, surtout qu'à cette période-là, je faisais beaucoup de sport de combat. Et en fait, moi, la force que j'ai, c'est que j'ai appris à me connaître. Voilà, je connais exactement ce que je suis capable de faire et de ne pas faire. Et en fait, j'étais dans l'incapacité de me préparer 4 mois, de faire 4 mois de vélo et 4 mois de natation. Je n'étais pas capable de le faire, je sais que j'aurais craqué avant, parce que j'étais animé par cette compétition, mais je ne suis pas animé par la natation ni par le vélo. Et en fait, je me suis dit, quitte à, je vais faire 2 mois, je suis capable de le faire. Donc, mais je voulais arriver dans l'enchaînement de la compétition. Donc je me suis dit, je vais me mettre à rouler et à faire du vélo, et à nager 2 mois avant la compétition, pour arriver dans une bonne continuité. En fait, les 2 mois qui ont suivi, tous les après-midi, c'était un peu de renforcement musculaire, corde à sauter, et surtout, je passais des heures à taper sur un sac de frappe. Et lui, ce Rémi, il me voyait, il allait tous les après-midi en sport avec moi, il me voyait frapper sur sac de frappe, il me disait, mais t'es complètement idiot. Il me fait, si tu penses que c'est en frappant sur sac que tu vas être finisher de l'Ironman, il me fait, mon coco, mais tu te trompes, quoi. Mais c'est pas du tout ça le triathlon. J'ai fait, ok Rémi, il fait, moi je le connais, je sais que j'ai besoin de ça, et je sais que ça fait partie, là je suis en train de faire ma préparation mentale, et c'est ce qui va m'aider à le terminer, c'est ce qui va m'aider à avoir confiance en moi, à me retrouver avec moi-même, et t'inquiète pas, le vélo, la natation, je vais y arriver. Je prendrai peut-être que 2 mois pour y arriver, mais c'est 2 mois que je vais faire intensivement et avec conviction. Et voilà, j'aurais pu ne pas réussir, mais bon, voilà, le fait d'avoir été opportuniste, et moi c'est vraiment l'opportunité. Tout ce que vous voyez là, l'immobilier, le sport, voilà, champion du monde d'ultra triathlon en 2016, ça je tiens à le préciser, c'est parce que je suis pas là pour vous envoyer du rêve, mais en 2016 j'étais champion du monde, et c'est pas pour autant que c'est moi le meilleur mondial, le meilleur athlète au monde en 2016 sur l'ultra triathlon. Il y a des athlètes qui étaient bien meilleurs que moi, sauf qu'ils n'étaient pas opportunistes comme moi je l'ai été. Ils n'avaient pas mon état d'esprit, ils n'avaient pas mon mindset, il y a plein de choses qu'ils n'avaient pas analysées. Si j'ai été champion du monde justement en 2016, c'est que j'ai analysé beaucoup de choses aussi. J'avais analysé 3 choses. La première chose, c'est qu'il fallait s'entraîner beaucoup
Et ça, les 90% des athlètes, ils mettent leur focus uniquement sur l'entraînement et ils en oublient toutes les choses à côté. Ils en oublient beaucoup de choses. Le deuxième, l'ultra triathlon, c'est des courses qui durent 2, 3, 4 jours, jusqu'à plus de 20 jours pour certaines. Donc le deuxième élément qu'il fallait prendre en considération, c'est être capable de passer, pendant 2 ans, toutes mes vacances ont été destinées à ces championnats du monde. Donc il y a l'entraînement d'une part, mais deuxièmement j'avais analysé que si je voulais avoir ce titre, il fallait que je sacrifie toutes mes vacances pour aller faire le tour du monde, parce que toutes les compétitions c'est aux États-Unis, pays de l'Est et au Mexique, et certaines en Allemagne, il n'y en a pas en France. Donc toutes mes vacances pendant 2 ans, je les ai sacrifiées pour ces championnats du monde. Et le troisième point, il y a l'aspect budgétaire. Et en fait, trop de gens se consacrent uniquement à l'entraînement, mais ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices de prendre toutes leurs vacances, de poser toutes leurs vacances pour faire ces championnats, où ils ne sont pas prêts. Une compétition, c'est à peu près 20 000 € une saison en ultra triathlon. Donc moi j'ai mis presque 40 000 € en 2 ans dans l'ultra triathlon, et ils ne sont pas prêts à faire ces sacrifices financiers. Mais peu importe votre projet, peu importe la dimension de votre projet, à un moment donné il va falloir faire des sacrifices. Que vous le veuillez ou non, il faudra faire des sacrifices. Et c'est là où il faudrait que vous soyez fort avec vous-même pour trouver des solutions pour justement réaliser ce projet. Et moi je me suis focus, parce que je l'ai senti. J'aurais très bien pu perdre 40 000 €, ne pas décrocher ce titre mondial. J'aurais pas perdu 40 000 €, j'en aurais appris énormément de choses. Mais ça a tenu à pas grand chose ce titre. Mais le fait d'avoir été opportuniste, le fait de me dire, tant pis, voilà, j'ai peut-être moins de qualité athlétique que d'autres athlètes, mais voilà, je vais analyser comment justement je vais mettre un maximum de chances de mon côté pour y arriver. Je me suis donné les moyens et aujourd'hui ça a payé. Encore une fois, je suis passé à l'action. Voilà. Mais une personne qui a beaucoup plus, qui a de meilleures qualités athlétiques que moi, mais qui ne passe pas à l'action, elle réussira rien. Donc c'est pour ça, le passage à l'action, l'implémentation, c'est le truc vraiment le plus important, c'est ce qui fera la différence entre la réussite de votre projet ou non. Merci beaucoup.